Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes ensemble pour une vingtaine de minutes d'informations et voici tout de suite les titres de cette édition du mardi 16 juin. Plus de 1200 manifestants à Chambéry, 1700 à Annecy. Des milliers de soignants sont descendus dans la rue ce mardi après 3 mois de crise sanitaire. Les personnels hospitaliers attendent une revalorisation de leur salaire alors que le gouvernement planche en ce moment même sur une amélioration de leurs conditions de travail. Et puis second épisode de notre tour des communes de Savoie-Mont-Blanc et de leurs candidats aux élections municipales. Vous le savez, le second tour a été reporté au 28 juin. Nous irons ce soir à la rencontre des 2 candidats encore en lice à Passy. Ils demandent plus que des applaudissements. Les soignants ont manifesté ce mardi un peu partout en France pour demander des moyens supplémentaires et une revalorisation de leur salaire. Ces manifestations sont organisées à l'appel d'une dizaine de syndicats et collectifs de soignants et de paramédicaux en marge du Ségur de la santé, ces fameuses négociations qui doivent redessiner les contours de ce que sera l'hôpital public. En Savoie, des rassemblements ont eu lieu à Saint-Jean-de-Maurienne, à Chambéry ou à Albertville, comme vous le voyez sur ces images où une centaine d'infirmières, de brancardiers, mais aussi d'aides-soignants venus des EHPAD du territoire se sont réunis. Emmanuel Jaude était sur place, il a recueilli le témoignage d'une aide-soignante qui se pose de nombreuses questions sur sa profession. On l'écoute. J'espérais quand même, et je vois que quand même il y a du monde qui se sont déplacés pour ça, pour notre cause, et j'espère que ça va continuer, ça va se mobiliser encore plus, quoi. Parce que face à cette pandémie, on a eu quand même des moments très très compliqués. La gestion a été particulièrement difficile. Alors nous, on aimerait qu'aujourd'hui que le gouvernement, que nos dirigeants comprennent qu'il faut qu'ils revoient un peu le fonctionnement de ces établissements. Qu'on puisse travailler de manière plus paisible, qu'on puisse être en nombre pour pouvoir prendre en charge les personnes comme il le faut. On espère que face à tout ce qu'on a vécu pendant ces 3 mois, on va pouvoir réfléchir à ces prises en charge qu'on a jusqu'à maintenant, qui n'est pas favorable, quoi. Et qu'on va revoir un peu pour les EHPAD, pour les personnes âgées, qu'on revoit aussi au niveau du quota, du personnel soignant qui encadre les résidents, et que aussi au niveau des pathologies et tout, qu'on nous fasse aussi des structures mieux adaptées, quoi. Parce qu'en ce moment, on se retrouve dans des structures où il y a différents types de pathologies dans le même service et les prises en charge sont très compliquées. Forte mobilisation également à Chambéry. Plus de 1200 hospitaliers et personnels de santé se sont retrouvés devant et autour de l'hôpital de Chambéry pour rappeler au gouvernement les promesses formulées au plus fort de la crise sanitaire. Jean-Paul Crespi était sur place, reportage. Faute de voir leurs revendications essentielles prises en considération, les hospitaliers en grève ont formé une chaîne humaine autour du nouvel hôpital de Chambéry pour exprimer leurs revendications et d'autres venus s'ajouter suite à l'épidémie de Covid-19. Si l'augmentation des salaires était déjà au programme des revendications des hospitaliers en grève l'an dernier, leur autre exigence exprimée aujourd'hui pour sauver l'hôpital public n'ont pour l'heure fait l'objet d'aucune annonce gouvernementale. Et c'est ce silence autour des discussions à ce jour engagées par le Ségur de la santé qu'ils souhaitent briser par leur mobilisation. On a besoin de soigner les gens, de les soigner dignement, parce que c'est des humains, c'est pas du matériel, et que ça fait plusieurs années qu'on dit que ça va pas. Ça fait 1 an, nous, qu'on se bat pour dire que ça va vraiment pas. Le Covid arrive là cet hiver et montre à tout le monde que oui, on souffre. Les soignants souffrent, les patients souffrent. Il y a du manque de lits. Nous, aux urgences, on est surchargés en permanence. Et du coup, c'est extrêmement compliqué pour nous d'être dans la dignité et dans le soin. On a eu des promesses, des médailles. On nous annonce un Ségur. Pour nous, ce sont que des promesses. Il n'y a pas besoin d'un Ségur pour résoudre la situation. C'est simplement vraiment une volonté du gouvernement pour pouvoir faire changer les choses. Les personnels hospitaliers revendiquent une revalorisation des grilles salariales, des effectifs en adéquation avec les services et les patients qu'ils accueillent, une politique d'investissement et de financement à la hauteur des besoins, l'arrêt des fermetures de lits. Ils demandent la fin de la logique comptable et administrative qui gère depuis des années l'hôpital public. En fait, aujourd'hui, c'est symbolique. Déjà d'une. C'est qu'aujourd'hui, on a fait une remise de médailles. Une médaille en chocolat, bien sûr, parce qu'au niveau du symbole. Et puis, un diplôme d'État.
Un diplôme d'État, corvéable à Mercier pour pain rond, parce qu'en fait c'est un peu ça depuis 20 ans notre travail. Nous sommes corvéables et pour pain rond. On voudrait que ça change. Ce qu'on veut, c'est pouvoir répondre à la population de façon adéquate. Pour redonner du pouvoir non seulement au corps médical, qui n'a plus vraiment de décision à donner dans la politique des hôpitaux. Et ça, c'est dangereux. Il n'y a plus de consensus médicaux et paramédicaux de prise en charge. Et ça, il faut que ça change. Redonner de la gouvernance au corps médical pour retrouver du sens dans le soin. Cette mobilisation intervient alors que le Covid-19 est toujours là, mais que les hôpitaux sont moins sous tension. Et pour que les promesses d'un nouveau monde à l'hôpital ne s'envolent pas avec l'été, les hospitaliers en grève ont souhaité agir vite, pour ne pas être oubliés, pour ne pas oublier que tous ont tenu bon, au-delà de l'épuisement, au pire moment de l'épidémie. Et dans les rues d'Annecy, cette fois-ci, 1700 personnes ont défilé. Un rassemblement que vous avez pu suivre en direct sur nos réseaux sociaux cet après-midi. Nous vous proposons ce soir de voir ou de revoir un extrait de ce live réalisé par Sébastien Germain et Emmanuel Jaude. Ils ont notamment rencontré une infirmière du Change. Elle nous explique ses revendications et revient sur l'ambiance tendue ce matin au centre hospitalier d'Annecy-Genevois. On l'écoute tout de suite. Pourquoi vous êtes là ici aujourd'hui? C'est important, j'imagine. Eh bien oui, c'est très important parce que y a un moment donné, on était en difficulté sur les établissements. On a fait grève plusieurs fois au niveau des urgences. Enfin bref, voilà, la santé était en danger, on va dire. L'hôpital public et on n'a pas été entendu. Personne ne s'est occupé de nous. Et là, tout d'un coup, à cause de la crise Covid, tout le monde s'est inquiété et tout le monde nous a applaudi en disant bravo les soignants. Voilà, sauf que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, on est redevenu comme avant, voire pire qu'avant. Ça fait justement maintenant plus d'une vingtaine de jours que le Ségur de la santé a commencé. Qu'est-ce qu'on attend concrètement de cette grosse réunion au sommet? Alors je vais vous dire, nous, sur le terrain, on n'en attend strictement rien. Si le gouvernement avait voulu faire un geste fort, il nous aurait augmenté de 300 € immédiatement, rien que pour rattraper le point d'indice, qui est gelé depuis 10 ans. Nous, on n'en attend rien du tout. Parce que d'abord, il y a plusieurs organisations syndicales qui ont claqué la porte et celles qui restent en fait n'ont pas de poids. Ils remettent en doute tout, y compris les effectifs, y compris il y a certaines régions, mais vous êtes sûr que vous êtes... Enfin, ils remettent en cause tout. Donc à un moment donné, c'est pas possible d'entendre des choses pareilles et c'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça qu'on a appelé toute la population à venir nous soutenir du balcon au goudron. Ils nous ont applaudi pendant 3 mois. Et bien maintenant, on est tous sur le goudron. Belle mobilisation, en tout cas aujourd'hui pas mal de monde. C'est un petit peu, pas la dernière chance, mais pas loin. Ça fait déjà presque 14 mois que vous manifestez non-stop. Oui, on est épuisés. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'intérieur des établissements, les directions nous font la misère. C'est-à-dire que les directions sont pires qu'avant. Au bloc opératoire de l'hôpital d'Annecy, tout le personnel, qu'il soit gréviste ou non gréviste, ont été assignés ce matin. Il a fallu qu'on fasse un sitting à 40 personnes devant le bloc opératoire pour qu'enfin on nous entende et qu'on entende qu'on ait besoin de manifester et de crier notre désespoir dans la rue. Alors il y a un moment donné, on peut se cacher derrière l'urgence des interventions, mais le programme des cataractes, c'est pas urgent. Donc il y a un moment donné, en plus, on nous dit des choses qui sont très dures à entendre. On nous dit qu'on ne tient pas compte du patient. Si on est là aujourd'hui, c'est qu'on en tient compte du patient. Merci beaucoup en tout cas et bon courage pour la suite. Merci. Emmanuel Macron l'avait annoncé lors de sa venue en février dernier. Un arrêté de protection du Mont Blanc va entrer en vigueur. Une première réunion a eu lieu ce lundi à l'initiative du préfet de Haute-Savoie. Elle a rassemblé les élus concernés, mais aussi les professionnels de la montagne et les représentants d'associations de protection de l'environnement. Le texte doit permettre de rétablir l'ordre sur le toit de l'Europe et de mettre fin à certains comportements inadaptés. Tous les acteurs réunis ce lundi se disent plutôt satisfaits de cette première ébauche du texte. Le maire de Chamonix, Éric Fournier, regrette tout de même l'absence de révision de la réglementation aérienne très permissive et répondant davantage à des pratiques des années 60, selon ses mots. Nous y reviendrons dès demain dans notre journal.
Nous en parlions hier, les frontières de l'Europe ont rouvert pour la plupart ce lundi 15 juin. L'ouverture était particulièrement attendue dans les zones frontalières avec nos voisins suisses. Le tourisme de loisirs et d'achat sont à nouveau autorisés et de nombreux Valaisans se rendent déjà en France. Nos confrères de Canal 9 sont allés à leur rencontre à la frontière de Saint-Gingolph. Reportage. C'est un défilé de plaques valaisannes en direction de la France auquel nous assistons ce matin au poste frontière de Saint-Gingolph. Les restrictions douanières sont levées, la libre circulation est de retour dans l'espace Schengen. Un gros afflux de voitures suisses qui viennent sur France, oui. Ça n'arrête pas là. Il y a beaucoup de gens qui attendaient pour pouvoir passer la frontière librement. Ouais. On va pouvoir recentrer nos contrôles sur la marchandise. Avant on faisait plutôt du contrôle de personnes et d'immigration. Tourisme et tourisme d'achat sont à nouveau autorisés, un soulagement pour de nombreux Valaisans et leur porte-monnaie. On va faire quelques courses, on va manger et puis se promener. Je vais faire mes courses, simplement, pour le choix des produits et surtout pour le prix. Moi je vis en Suisse mais je suis française donc les produits français me manquent énormément. Comme nous sommes à la retraite, évidemment ça nous donne l'occasion encore de sortir un peu de chez nous et puis d'aller nous promener du côté français. On aime bien, c'est une jolie région. De passer aussi un peu la frontière, ça fait du bien, de changer d'air on dira. La réouverture de l'Europe reste toutefois partielle. Si les pays voisins sont ouverts, pour l'Espagne, il faudra patienter jusqu'à dimanche. Quant au Royaume-Uni, il impose une quarantaine obligatoire de 2 semaines avant d'entrer sur son territoire. Pas de restrictions sanitaires pour les voyageurs se rendant en Suisse. L'administration fédérale des douanes annonce un retour à la normale. Depuis hier soir à minuit, l'administration fédérale des douanes pratique à nouveau des contrôles douaniers. Et on va passer de contrôle d'identité de la personne à systématique à des contrôles douaniers habituels basés sur une analyse des risques. En rouvrant ses frontières, la Suisse offre un nouvel espace de liberté à ses habitants. Aujourd'hui, toutes les raisons semblent bonnes pour venir humer l'air de nos voisins français et italiens. Et pourquoi pas changer ses plans de vacances ? Les Valaisans et les Suisses ne sont désormais plus captifs, aux grandes dames peut-être des acteurs touristiques. Dans l'actualité également, le Festival international du film d'animation d'Annecy a débuté hier. Il est cette année 100% en ligne et il va durer 15 jours. Nous retrouvons tout de suite un habitué du plateau de 8 Mont-Blanc qui ne peut pour le moment pas revenir dans nos locaux. Mais grâce à la magie de la visio, je suis en ligne avec Vincent Poirier de BD Fugue. Bonjour Vincent. Bonjour Victoria. Alors BD Fugue, c'est chaque année la boutique officielle du festival. On va le voir sur des images de l'année dernière. C'est beaucoup d'effervescence, beaucoup de monde dans la boutique. Cette année, c'est un petit peu compromis. Comment on va vous retrouver quand même pendant ce festival BD Fugue ? De toute façon, on est là toute l'année. C'est vrai que c'est même une question qu'on nous pose des fois pendant le festival. On dit, mais le reste de l'année, il y a quoi à la place de la boutique ? Mais on est là, la librairie est là. Donc nous, on va avoir un petit peu plus de temps pour nos clients pour la fête des pères. Ça, c'est la bonne nouvelle pour les cadeaux de fête des pères. Par contre, effectivement, au niveau du festival des films d'animation, c'est pas du tout le même vécu. Normalement, je devrais pas être capable de vous parler. Là, je suis au cœur du centre Bonlieu, qui normalement devrait être bondé à craquer. Bon, là, c'est pas tout à fait comme ça en ce moment. Par contre, on a quand même les produits dérivés qui ont été faits par l'équipe du festival, qui avait quand même envie de marquer le coup cette année encore, avec les affiches. On retrouve l'affiche en format classique 40 par 60, on retrouve le grand format en 80 par 120, et ils ont même fait un très joli carnet à dessin pour quand même que la vie du festival existe aussi physiquement en plus du online. Comment on retrouve tous ces objets, tous ces souvenirs du festival sur le site BD Fugue ? Alors, voilà, on le retrouve évidemment à la librairie puisqu'on est là, nous, physiquement, mais il y a aussi bdfugue.com qui permet de retrouver online aussi une boutique pour les produits du festival, et on s'est autorisé à faire une petite sélection supplémentaire avec des jolies choses, soit des années précédentes pour les produits officiels, soit des DVD pour certains totalement inédits ou introuvables. Il y en a certains qui sont à 1 000 € sur Internet, on les vend 30 €. Donc voilà, on s'est dit c'est l'occasion de les rendre abordables, nous, et toute une sélection de bandes dessinées et d'artbooks pour les fans d'animation, de graphisme. Il y a des très très chouettes choses qui sont mises en avant.
Bon, le message est passé pour les fans. On a envie de te demander, Vincent, comment se porte BD Fugue. On t'avait contacté pendant le confinement. Aujourd'hui, vous avez pu rouvrir la boutique. Est-ce que vous avez retrouvé le sourire ? Alors, il est en train d'être retrouvé. On va dire que le démarrage a été très difficile. Le centre banlieue s'est déconfiné progressivement. Il fallait trouver la bonne porte pour rentrer. C'était pas évident. Donc, on a été quand même sur difficulté sur difficulté sur difficulté. Aujourd'hui, de perdre le festival de films d'animation, c'est aussi une difficulté supplémentaire pour nous. Il n'y a pas la fête en plus qu'on adore. Moi, c'est mon moment préféré de l'année. Après, depuis 10 jours, ça va mieux et on sent qu'on va aller sur une période plus heureuse. Et voilà. Donc, nous, on est là, on est disposés à faire le mieux possible. Et je pense qu'on s'organise pour ça depuis le début. Et donc, voilà, si les clients sont là aussi, on va pouvoir passer de très bons moments. Une dernière question sur le festival. On devait fêter les 60 ans cette année. Est-ce qu'il y a des objets particuliers ou est-ce qu'on les retrouvera plutôt l'année prochaine quand sera célébré officiellement l'anniversaire ? L'anniversaire, effectivement, c'était cette année. On fêtait le 60e anniversaire. En fait, l'anniversaire est reporté à l'année prochaine. Donc, on fêtera quand même l'anniversaire du festival l'an prochain. Donc, c'est là qu'il y aura des très, très jolies choses. Donc, à surveiller de très près, effectivement, en 2021. Bon, on se retrouve promis en 2021 et puis avant, dès aujourd'hui dans la boutique. Très bien. Merci et bon Vincent. Anniversaire à Manu. On lui souhaite un très bon anniversaire à Emmanuel Jaude, effectivement c'est aujourd'hui. Merci Vincent, à bientôt et bon festival tout de même. On va passer à un tout autre sujet. Vous avez pu suivre sur notre antenne ce mardi un premier débat dans le cadre du second tour des élections municipales. Nous avons reçu sur ce plateau les candidats de la ville de Thonon, un débat que vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux. Et ce soir, on ouvre un second reportage de la semaine à la rencontre des candidats dans les villes où se tiendra ce second tour. Clémence Roaldès a rencontré les deux têtes de liste toujours en lice à Passy. Reportage. Qui succédera au maire sortant de Passy ? Les 4 candidats se sont tous qualifiés au premier tour. Mais Laurent Nardy et le maire sortant Patrick Colibet ont préféré se retirer sans donner de consigne de vote. Ils ne sont donc plus que 2 en lice pour le second tour des élections municipales. André Pasteris avec un total de 23,29% des voix et Raphaël Castera avec 42,25% des voix. Nous avons demandé aux 2 candidats pourquoi il fallait voter pour eux. Voici la réponse en 1 minute. Notre ambition, c'est d'améliorer la qualité de vie à Passy et surtout la qualité de l'air. Pour ça, on aura 2 priorités, agir massivement pour l'environnement et puis engager un plan de rénovation urbain assez profond pour le plateau d'Assy et Chède. On est une équipe d'expérience. Moi, je suis conseiller municipal sortant. Il y a 4 conseillers municipaux sortants avec moi et une équipe avec des compétences complémentaires. On maîtrise bien les rouages de la commune et des différentes collectivités. On est sûr que Passy a un potentiel très fort dans pas mal de domaines, que ce soit le tourisme, que ce soit l'économie, que ce soit la culture et l'agriculture, et on a envie de faire avancer tout ça. Aujourd'hui, Passy seul ne peut pas tout faire. Donc il y a un rôle important à jouer au niveau intercommunal. Ça concernera la communauté de communes Pays du Mont-Blanc pour améliorer et surtout prendre la compétence transport en commun. Et le CITOM au niveau de l'incinération, car on veut engager la fermeture et la reconversion du site d'ici 2030. Le 15 mars dernier, vous nous avez fait confiance et vous nous avez permis d'être présents au second tour de cette élection municipale. Nos objectifs à réaliser seront importants et surtout pour la population de Passy. Ils seront en rapport du cadre de vie, en rapport à la pollution qui est une chose très importante, en rapport au tourisme et surtout la considération du personnel communal qui est la représentation lors de leur journée de travail, la représentation et de notre commune. Et j'espère que ceux-ci seront là pour nous apporter leur soutien et que toute la population française, que toute la population de Passy soit avec nous pour nous faire confiance lors de ce second tour et nous mettre aux manettes, comme on dit maintenant. Je vous remercie et votez pour nous. Rendez-vous le 28 juin prochain pour connaître le nom du nouveau maire de Passy.
Et rendez-vous dès demain pour un autre reportage concernant le second tour des élections municipales. C'est déjà la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. On se retrouve dès demain. Passez une très belle soirée sur 8 Mont Blanc.